Merci à ceux qui sont restés plutôt que d'aller déjeuner. J'espère qu'on ne vous fera pas regretter. On commence maintenant. On est tous francophones, donc on va le faire en français. Merci aux interprètes pour leur travail et pour nous aider à nous faire comprendre par les anglophones. Donc je suis Julien Montel. Alors vous voyez, il n'y a pas de modérateur, donc je vais prendre le rôle de modérateur dans le panel. Donc je vais me présenter. Je suis un directeur au sein du groupe SSM, qui est un groupe français autour des grands événements sportifs et de l'entertainment, dont une de nos filiales travaille beaucoup dans les grands événements sportifs et qui s'appelle Partner Event et Consulting. Et je laisse la parole dans l'ordre, qui n'est pas vraiment l'ordre de gauche à droite, mais avec Antoine. Enchanté, merci à tous. Antoine Capoulane, je suis senior manager dans les équipes PWC Sport et Mega Event, équipe qu'on a créée il y a maintenant plus de 5 ans et on intervient dans le domaine du conseil pour accompagner l'ensemble des acteurs de l'écosystème du sport, que ce soit les institutions, le mouvement sportif, les clubs, les fédérations, mais aussi les Mega Events. Jamil. Merci Julien, bonjour à tout le monde. Jamil Faye, je suis du Sénégal. J'ai pas mal de casquettes, donc je vais commencer par la casquette de président de club de football au Sénégal. Et je suis aussi organisateur d'événements sur le continent. On est propriétaire de deux événements, un qui est spécifique au football et un autre qui est un événement plus global sur le sport. Et donc on est une société qui est spécialisée dans le management du sport et dans l'événementiel sportif. Et en dehors de ça, je suis aussi consultant. Je travaille pour la FIFA et quelques années actuellement, je suis en Arabie Saoudite comme conseiller pour le sport. Voilà, merci. Eric. Ouais, bonjour à toutes et tous, merci d'être restés. Éric Dumont, je suis associé au sein du cabinet PwC, associé en conseil. Je m'occupe des activités en lien avec le sport et j'ai la responsabilité au niveau global des activités liées au méga event dans le sport. Et dans le cadre de ces activités, on accompagne les organisations tout au long du cycle de vie d'un événement, de l'étude de faisabilité, du dossier de candidature, à l'organisation, le delivery et même au-delà, l'héritage des organisations et de ces événements. Merci. Donc on va aller dans le vif du sujet et sur est-ce que c'est l'heure de l'Afrique pour les très grands événements et les grands événements sportifs. On a eu une période sud-africaine en 95 sur la Coupe du Monde de rugby, sur la Coupe du Monde de la FIFA en 2010. Il y avait eu un petit essoufflement dans les années 2010 et on reprend assez fort avec des événements internationaux. Donc, quelques exemples sur les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026 et championnat du monde en 25 au Rwanda et la Coupe du Monde de la FIFA évidemment au Maroc. Donc 3 pays différents. Et donc à travers la question est-ce l'heure pour l'Afrique, on va peut-être la proposer de la traiter en 2 sous-questions. Et peut-être pour commencer avec toi Antoine. Est-ce que c'est l'heure pour les grands détenteurs de droits ou les détenteurs de droits sportifs, donc les fédérations internationales, le CIO ou la NBA, qui est actuellement aussi sur l'Afrique, est-ce que c'est l'heure pour les détenteurs de droits d'attribuer les événements à des pays africains ? Merci pour la question, Julien. Pour s'interroger et pour y répondre, je pense qu'il est important de regarder quels sont leurs enjeux et ce que ces entités recherchent en fait, pour attribuer les méga-events. Pour moi, le premier facteur d'attribution, c'est la stabilité. Il n'y aura pas de méga-event s'il n'y a pas de stabilité sur le ou les pays hôtes. Je m'explique, c'est-à-dire que ces méga-events interviennent dans une stratégie... doivent intervenir dans une stratégie globale du pays dans le sport, mais aussi avec un engagement fort de la population. On l'a vu, certains pays, lors des candidatures, ont perdu des candidatures du fait de ne pas avoir l'adhésion d'une population ou alors une instabilité politique qui ne permet pas en fait, à l'événement de se dérouler dans des conditions sereines, à la fois politiques, mais aussi économiques, puisque stabilité politique veut aussi parfois dire possibilité économique forte, et c'est avant tout ce que va rechercher un propriétaire d'événement,
pouvoir rayonner économiquement parlant, avoir un bassin et une audience en fait, dans le pays. Je pense que le deuxième point, c'est aussi la capacité à faire. Les propriétaires d'événements vont chercher une capacité, c'est-à-dire un savoir-faire en termes d'organisation d'événements, en termes de maîtrise de risque, de savoir qu'en fait, placer l'événement dans un pays, ils ne prennent pas un gros risque et en fait, l'événement est dans des mains d'experts. Et le dernier point, pour moi, c'est l'engouement de la population. La pratique du sport qui est clé, puisqu'en fait, une compétition sportive, pour qu'elle se passe bien, pour qu'il y ait de l'engouement autour, il faut une performance. Et en fait, plus les performances d'un pays sont entre guillemets à la hauteur, sont placées en haut du tableau, plus il va y avoir un engouement de la population, et plus il y a de chances que la mayonnaise prenne pour faire que l'événement est un succès. Donc sur les détenteurs de droits, les fédérations internationales, le CIO et autres, commencent à avoir la perception que les pays africains, parce qu'on dit l'Afrique, mais plutôt les pays africains peuvent être de bons partenaires. Et je me tourne vers toi, Djamil. Est-ce qu'il est l'heure pour les pays africains de se positionner et de façon volontariste pour accueillir justement ces grands événements? Ce sont des investissements. Est-ce que les retours sur investissement pour les pays africains valent cet effort d'investissement? Quelle est ta perception, toi qui es depuis longtemps dans le mouvement sportif international, sur l'évolution et la maturité ou non pour les pays africains de se positionner sur les grands événements? Merci Julien, je pense que c'est une question qui est très très complexe et je ne sais pas s'il y a on peut être vraiment affirmatif en disant que oui, l'Afrique est prête ou bien c'est le moment pour l'Afrique. Ce qui est constant, c'est que depuis quelques années, si vous vous souvenez de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, même la chanson c'était Time for Africa. Mais au fait, depuis 2010, on est aujourd'hui en 2024 et la même 2025. Pardon? En 2025, oui, j'ai perdu une année, je n'ai pas fait encore le nouvel an. Donc, on est en 2025 aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de temps et cette question devient récurrente. Et pour moi, il y a un problème. Et il est important aujourd'hui que ce soit le temps de l'Afrique aujourd'hui et pas demain. Et pour ça, je pense qu'Antoine a parlé tout à l'heure du cahier des charges sans le nommer. Est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui à endosser et respecter le cahier des charges du CIO pour les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football et autres? Oui, pour certains pays. Parce qu'on est au Maroc, je pense que si on me pose la question spécifique pour le Maroc, les yeux fermés, je dirais que oui. Parce qu'il y a une culture de l'événementiel, il y a une culture de la performance sportive aujourd'hui. Le Maroc est capable d'aligner des équipes dans beaucoup de sports si c'est un événement multisport. Il y a ce pouvoir aussi économique qui est là, cette stabilité dont parlait Antoine. Donc il y a beaucoup de cases que le Maroc peut cocher. Il y a d'autres pays comme le Rwanda qui sont aujourd'hui des pays qui émergent. Et pourquoi j'aime bien le modèle du Rwanda? Parce qu'il y a une vision qui est clairement déclinée et qui est en phase avec la vision de développement du pays. Et moi, je me dis souvent, si les pays développés, les pays occidentaux ont besoin des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde pour accélérer leur développement, que devrait-on dire, nous, en Afrique, qui sont des pays plus ou moins en développement? Et on devrait pouvoir plus utiliser le sport comme un outil d'accélération de notre développement. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais je pense qu'avec le temps, aujourd'hui, avec l'apprentissage qu'on doit mettre en place pour mettre les infrastructures qu'il faut pour développer nos ressources humaines, pour créer cette culture événementielle, on doit pouvoir y arriver. Mais on a un frein qui est une réalité aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, quand on regarde les pays qui ont les PIB les plus forts au monde aujourd'hui, on se rend compte que ces pays-là sont des pays occidentaux, à quelques exceptions près. Et on se rend compte que tous ces pays-là ont accueilli les plus grands événements au monde. Et dans ce top 20, vous ne trouverez pas de pays africains. Donc ça pose problème aussi sur notre capacité. Tout à l'heure, dans le panel avant, on parlait un peu de fan engagement et tout ça. Et quand les gens ont des priorités qui sont sur la santé, sur l'éducation et autres, c'est extrêmement difficile de les amener à penser au divertissement, à penser à autre chose. Donc ça, je pense que ce sont aussi des risques qu'il faut évaluer. Mais en gros,
je pense que l'Afrique doit travailler un peu plus pour être prête à accueillir des grands événements. Et ça, c'est tout un écosystème, tout un environnement qu'il faut mettre en place dans beaucoup de pays. Donc les moments, pour certains pays, le moment est déjà là depuis, enfin les conditions sont réunies depuis un certain temps et il y a des premiers résultats et événements. Pour les autres, ça se construit petit à petit. Et Eric, on a du coup vu un peu, oui, c'est le temps pour les grands événements sportifs pour venir en Afrique. Certains pays africains, maintenant, c'est leur moment parce qu'ils peuvent tirer profit de ces événements. Mais finalement, quels éléments de réponse, est-ce que c'est pour comment répondre à cette première question qui est de dire, est-ce que c'est l'heure pour l'Afrique? Toi, quels sont les facteurs de succès que tu vois en combinant les détenteurs de droits et les pays africains? Merci Julien. Pour répondre à la question, j'ai envie de dire, réponse facile, oui, c'est l'heure. Enfin, je ne vais pas contredire déjà tout ce qui s'est dit, avant. Il y a un mouvement qui est en marche, il y a une dynamique, ça c'est clair. Maintenant, je tournerai peut-être la question différemment, c'est le quand en fait. Et là, la réponse, elle est aussi assez complexe, parce que l'Afrique n'est pas seule. Sur la carte du monde, en fait, alors c'est peut-être aussi lié à l'engouement, au succès de Paris 24, mais il y a une excitation autour des méga-events sportifs. Donc il y a beaucoup de pays qui sont en train, et depuis un moment, de se positionner sur des méga-events. Alors il y en a beaucoup, hein. On pense tout de suite aux Jeux Olympiques, mais il y a les Coupes du Monde de foot, de rugby, mais il y a les Commonwealth Games, il y a Asian Games. Donc il y a beaucoup de pays qui ont bien compris que le sport, c'est un accélérateur sur plein de dimensions. Ils sont en train de se positionner. On parle beaucoup de l'Inde qui candidate sur les Jeux 2036. On parle du Qatar, de l'Arabie Saoudite qui investissent énormément dans le sport. Tous ces pays, si on les positionne face à l'Afrique, ils ont des forces claires. Ils ont également des axes d'amélioration. Quand on parle de l'Inde, on voit tout de suite le potentiel du marché. Je pense que quand on est le CIO, on voit tout de suite l'intérêt. Maintenant, il y a une complexité à organiser des événements par l'Inde qui n'a pas encore prouvé sa capacité à délivrer de bout en bout un événement sans pépin. Et côté Qatar, ils ont l'historique d'une Coupe du Monde plutôt bien réussie. Ils ont une solidité même financière qui est évidente. Maintenant, la question, c'est plus sur c'est quoi la vision, c'est quoi l'héritage pour ce pays. Donc, ils y travaillent. Donc, face à ça, en fait, il faut que l'Afrique, elle se positionne. Elle a des atouts indéniables. Et voilà, on en a un petit peu parlé, mais pour vraiment faire la différence face aux pays que je viens de citer, en fait, il faut que l'Afrique, elle rassure, t'en parlais un petit peu, il faut qu'elle rassure les organisateurs d'événements. Un organisateur d'événements, évidemment, il voit tout de suite le potentiel, mais il voit aussi très rapidement les risques qu'il a face à lui. Donc, ils sont tous risques adverses. Et il faut que l'Afrique démontre sa capacité à organiser un événement sans accroc. Et ça passe, je dirais, par quatre grands piliers, 4 grands facteurs de succès, et ça a été démontré par le passé. Je dirais le premier, c'est pas le plus évident, on pense tout de suite au budget, à l'organisation. Moi, je mentionnerais en priorité la gouvernance autour de l'événement. On s'aperçoit qu'une gouvernance qui n'est pas claire, qui est compliquée, qui est très politisée, ça aide pas finalement dans l'organisation d'un événement, et ça aide pas surtout dans une candidature. Et il y a des candidatures qui ont été recalées principalement en raison de problèmes de gouvernance identifiés dans le pays. Le deuxième point qui est critique, c'est le concept de l'événement et la solidité technique et opérationnelle de ce concept. Donc le concept, on parle très souvent d'un venue master plan, la cohérence du positionnement des sites, enfin voilà, la cohérence d'ensemble de ce concept. Le troisième, il est plus évident, c'est le budget. Mais il faut un budget clair, détaillé, et il faut surtout des garanties financières de l'État, mais aussi des acteurs économiques
des différents pays. Et le quatrième pilier, c'est vraiment la vision et l'héritage. Enfin, je veux dire, organiser un événement, le préparer, c'est bien, mais ça ne doit pas être une finalité. L'héritage est aussi critique. Et ça, enfin, l'Afrique a une belle histoire à raconter. Et ça doit être un des facteurs importants pour l'Afrique pour se différencier. Donc là, on parle d'un cas idéal, quand on a toutes les planètes qui s'alignent entre tous ces éléments en même temps et sur le même pays. Toi, Djamil, sur ces 4 facteurs, Eric parlait de la gouvernance. Est-ce que toi, tu as un exemple positif? Justement, tu parlais du Rwanda. On parle par exemple du Rwanda. En quoi le Rwanda aligne une grande, si peut-être pas les 4 éléments dont tu as parlé, Eric, mais suffisamment d'éléments pour être dans une dynamique positive et avoir attiré, on l'espère en septembre, un événement, enfin l'avoir attiré, l'avoir organisé en septembre les championnats du monde de cyclisme, mais peut-être d'autres événements. En quoi, par exemple, la NBA Africa est venue au Rwanda. Quel est toi ton sentiment sur ce pays-là, en passant au cri peut-être les facteurs dont parlait Eric? Moi, je pense que c'est déjà la cohésion du modèle que le pays est en train de mettre en place. Et pour moi, en fait, je pense qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble il y a quelques années sur le modèle saoudien. Et je pense qu'on dira ce qu'on voudra, mais c'est l'un des rares pays au monde où le sport a une valeur qui est connue et reconnue. Il y a une vision de développement et il y a une contribution claire du sport pour ce développement du pays. Et je pense que le Rwanda, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est un pays qui aspire à des lendemains meilleurs et qui a identifié le sport comme étant un véhicule pour pouvoir arriver à ces lendemains meilleurs pour le pays et pour ses citoyens. Et pour moi, ça, c'est la force du Rwanda. Ce matin, à l'ouverture, je pense que c'est le président de la Fédération du Maroc qui parlait du Maroc en disant c'est un processus. C'est un processus qui a commencé il y a 25 ans. Donc, ce n'est pas, on ne met pas son réveil, on se réveille et puis on dit on y va. C'est comme la question, est-ce que c'est le moment pour l'Afrique? On ne peut pas décréter que c'est un moment pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique se mette dans cette tendance. Et le Rwanda est en train d'aller dans cette ligne qui est de dire ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mettons en place un système cohérent où le sport va se développer de la base au sommet, où on n'est pas pressé, où on va développer la performance aussi sportive, parce que le Rwanda, aujourd'hui, même si on regarde l'Africa Basketball League, dans les premières années, la performance du Rwanda n'était pas top. Ils ont ramené des bons coachs, ils ont commencé à faire du grassroots, et ils sont en train de combler le retard pour arriver à de meilleurs niveaux. Parce que si l'Afrique, aujourd'hui, se décide d'organiser un grand événement et que si c'est multisport, au premier tour, tous les athlètes du pays sont éliminés, vous ne créez plus cette fierté nationale. Vous avez besoin de gagner aussi, pas seulement de dépenser de l'argent et d'avoir le retour sur investissement. Pour moi, il n'est pas seulement financier. Et il est aussi sur l'investissement que vous faites sur les personnes qui travaillent dans le projet, sur vos athlètes, etc. Donc je pense que c'est cette cohérence, moi, du projet du Rwanda, qui est un ensemble, que ce soit au niveau du tourisme. C'est l'un des pays africains aujourd'hui où pratiquement tout Africain peut rentrer sans difficulté. Je pense que l'une des choses qui leur manque, peut-être que si on le compare au Maroc ou peut-être à l'Éthiopie et autres, c'est peut-être une compagnie aérienne forte qui permette un peu de relier le monde au Rwanda. Mais je pense que ça aussi, ils ont Rwandair qui est en train de se développer. Je pense que ça va peut-être le faire. Donc pour dire que c'est un ensemble, et cet ensemble-là, ils l'ont compris, et ils sont en train de prendre des grands événements, des moyens événements. Ils sont en train de former leurs personnes, leurs ressources humaines pour arriver à ces résultats qu'ils ont programmés. Et pour moi, ça, c'est important. Quel que soit le pays africain dont on parlera, il faut que ce voyage soit programmé avec des objectifs très clairs.
Donc c'est toujours le moment de commencer, même si l'arrivée est... Alors on parlait de méga event, mais si on enlève le méga, d'accueillir des événements sportifs, on peut commencer et construire, capitaliser sur l'ensemble des piliers pour arriver petit à petit à se créer ces opportunités aussi. Antoine, on parle souvent, quand on parle d'événements, on pense au comité d'organisation, stricto sensu, donc est-ce que les capacités, mais est-ce que dans certains pays africains, on a l'ensemble des opérateurs publics, les entreprises privées qui sont aussi prêts à soutenir et à financer, puisque dans beaucoup d'événements, il y a quand même une partie de financement, que ce soit des médias ou des sponsors nationaux, donc il faut avoir un tissu économique. Est-ce que la valeur accordée au sport dans le public et le privé est assez forte? Et est-ce que les ressources humaines, donc encore une fois, il y a le comité d'organisation, mais aussi dans les opérateurs de transport, dans les aéroports, dans le tourisme, etc., est-ce que c'est le moment aussi d'embarquer tous ces secteurs économiques dans ces événements sportifs? Oui, je pense, comme tu le soulignes, en fait, l'organisation d'un méga event, c'est pas uniquement un comité d'organisation. C'est la bonne synchronisation de l'ensemble des parties prenantes qui sont mobilisées tout au long du parcours client. Et quand on évoque le parcours client, c'est l'avant-compétition jusqu'à l'arrivée sur le territoire, à l'expérience dans les stades, et puis après jusqu'au retour. Et en fait, là, on mobilise tout un tissu économique, et en fait, il y a beaucoup de démarches qui sont en cours pour monter en compétence l'ensemble de ces acteurs, des discussions entre elles, des groupes de travail qui font que en fait, l'ensemble de cette chaîne de valeur est en train de s'animer pour former au métier de l'événementiel, pas seulement pour un événement, mais pour rayonner sur l'ensemble du continent africain. C'est-à-dire qu'il y a une vision beaucoup plus large que certains pays. Ils veulent remettre à disposition compétences dans le cadre, par exemple, de la Coupe du Monde 2030, pour le mettre au service en fait, d'autres futurs événements en Afrique. Et alors il y a un pays du coup qui avait amorcé l'Afrique du Sud, en l'occurrence, une dynamique assez forte en 95, puis l'obtention de la Coupe du Monde, puis l'organisation en 2010 dans un contexte de réconciliation nationale. Est-ce qu'il y a Eric, toi, est-ce que tu vois des enseignements? Pourquoi finalement le dynamisme de l'Afrique du Sud s'est un peu éteint dans les années 2010, et est-ce qu'il y a un sursaut à attendre pour l'Afrique du Sud sur d'autres grands événements, pour comprendre ce que c'était leur heure, quelque part, leur moment dans les années 90? Quels sont les points de vigilance peut-être en prenant ce cas particulier? Alors, bonne question. Moi, dans les années 90, je passais mon bac. Donc, si tu veux, mais aujourd'hui, avec le recul, et je l'ai dit, c'est un sujet très important, c'était le quatrième pilier, à mon avis. Enfin, encore une fois, c'est mon avis, mais l'héritage post Coupe du Monde de rugby. Alors, il y avait un héritage quand même avec Nelson Mandela, il y avait toute l'histoire qui s'en est suivie. Mais c'est vrai qu'au niveau de si tu regardes la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, bon, l'héritage, quand tu prends un petit peu de recul aujourd'hui, il est inexistant. Alors, je ne suis pas allé sur place, mais je comprends que la plupart des stades sont vides. Et finalement, l'organisation de cet événement n'a pas vraiment fait avancer, accélérer le développement du pays. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est pas facile, parce que quand tu organises, tu es dans la candidature, tu es tout de suite dans la tête dans le guidon. Enfin, tu penses à ton événement. Tu penses aussi à engager les gens en amont. Tu veux un événement parfait, et souvent, tu n'accordes peut-être pas suffisamment d'importance à travailler ton héritage post-événement. Et en fait, si tu le travailles trop tard, en fait, il est trop tard. Mais ce n'est pas un sujet évident. On l'a vu avec Paris 2024. L'héritage, il a été extrêmement travaillé. Il y avait une vraie volonté politique nationale d'avoir une continuité post-Jeux Olympiques. Et en fait, on s'est aperçu que je ne vais pas dire quelques semaines, mais quelques mois après l'événement, l'engouement était retombé, et on était, je dirais, reparti dans nos habitudes avant l'événement. Donc voilà, moi, pour l'Afrique du Sud, je dirais, c'est
voilà, c'est de l'héritage en fait qui a été peut-être pas suffisamment travaillé. Et pour la candidature de l'Afrique du Sud, voilà, il faut voir quelle est leur vision en fait de l'événement. Aujourd'hui, si je compare par rapport à d'autres pays, si je prends l'Inde, je ne sens pas comme ça un engouement, en tous les cas populaire, très fort en Afrique du Sud. Donc je ne sais pas ce que va donner cette candidature, mais clairement, il faut qu'ils mettent en avant un héritage volontaire et fort post-événement. Donc merci à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. C'était bon là. Non, mais donc ce qui ressort, c'est que le moment pour l'Afrique, c'est plutôt pour certains pays africains, peut-être que pour l'Afrique en général, qui a une volonté claire, publique, de certains détenteurs de droits, de toucher l'Afrique, les secteurs économiques, la jeunesse africaine par les grands événements sportifs, mais que l'ensemble des facteurs ne sont pas toujours réunis pour que chaque pays puisse dire tout de suite « oui, je veux attirer un grand événement ». Peut-être dernière question, Djamil, pour finir. On est en 2040, on est assis, peut-être pas de nous, mais d'autres personnes seront assis et se diront « est-ce que c'est le moment pour l'Afrique ?» Si je disais tout à l'heure, hein, c'est la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, on posait la même question. En 2025, la question est là. Si la question est reposée en 2040, ça veut dire que ça aurait été un échec. Il ne faut pas se casser, faut pas chercher de midi à 14 heures. Je pense qu'en 2040, l'Afrique doit pouvoir se positionner, doit pouvoir se hisser au niveau, en tout cas, de ce qui se fait aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et ce qui est paradoxal, au fait, c'est que on dit souvent que l'événementiel en Afrique n'est pas solide, n'est pas existant. C'est pas tout à fait vrai, parce que on arrive à remplir des stades avec des concerts de musique. Okay? On arrive à remplir des salles sur autre chose. Maintenant, comment transposer ça au sport? Est-ce qu'aujourd'hui, le sport est vendu comme un spectacle? Okay? Est-ce qu'on a les infrastructures qu'il faut pour pouvoir vendre ces sports, accueillir ces sports? C'est là où elle est un peu la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent en Afrique comprennent les enjeux? Moi, ma réponse, c'est non. 90% aujourd'hui des chefs d'État africains ne comprennent pas les enjeux du sport, ne comprennent pas le rôle que le sport peut jouer dans le développement de leur pays, dans le développement de la jeunesse. Parce que dans tout ce qu'on parle, on parle d'héritage pour les Jeux, pour la Coupe du Monde de football, mais dans tout ça, on parle d'accroissement du nombre de touristes. On parle d'accroissement, amélioration de l'infrastructure, qu'elle soit technologique, hôtelière, routière et autres. On parle de création d'emplois, on parle de formation. Donc, c'est toutes des choses dont l'Afrique a besoin. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avoir la vision nécessaire pour pouvoir monter dans ce train qui nous amène vers le développement. Et je vais terminer par ce que j'ai dit au début. Encore une fois, il y a une énorme contradiction. Dans toutes les candidatures sur lesquelles j'ai eu à travailler, la première chose sur laquelle on a réfléchi, c'est pourquoi candidater. Deuxième chose, on parlait Antoine, il y a des propriétaires de ces produits-là, c'est de dire comment on aligne nos visions, la vision des propriétaires. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'Afrique n'arrive pas à s'aligner au fait sur ce train qui est en marche? Et c'est là où le débat il est. Il nous faudrait beaucoup plus d'événements, des petits, des moyens. Il nous faudrait être présents un peu plus. Aller sur la Coupe du Monde de football, vous allez trouver que 0,01% des ressources humaines sont africaines. Vous allez sur les Jeux Olympiques, vous allez trouver que 0,001% sont des ressources humaines africaines. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore à l'école de l'apprentissage pour pouvoir être au devant de la scène. C'est un travail de longue haleine qui est en cours. Et encore une fois,
c'est difficile de parler de l'Afrique dans sa globalité parce que vous avez encore des exceptions. Vous avez des pays qui tournent, des pays qui ont les moyens, qui ont la culture, qui ont compris que quand on met de l'argent dans le sport, ben, on peut gagner sur d'autres secteurs. Donc cette Afrique-là, peut-être comme une salle de classe, il y a des excellents élèves, il y a des élèves qui sont bons, il y en a qui sont médiocres et il y en a qui sont encore à l'école maternelle. Mais tous peuvent mieux faire. Exactement. Donc 2040, on aura eu un championnat du monde d'athlétisme, on aura eu plein de choses en Afrique et une candidature 2040 ou 2044. Et on n'aura si pas tout les va Jeux bien. Olympiques, j'en suis plus ou moins... Non, mais une candidature peut-être pour Une 2044. candidature. Je pense qu'il y a des pays aujourd'hui. Moi, j'ai organisé les Jeux africains ici au Maroc. Je sais la capacité de ce pays-là. Je sais que c'est un pays qui est capable aujourd'hui, avec un coup de pouce, de pouvoir se positionner dans une candidature et se battre à armes égales. Parce qu'ils ont la stabilité politique, ils ont la stabilité économique, ils ont la solidité sportive. Et ils auront eu la réussite de 2030. Exactement. Donc il y a des pays comme ça, ils sont peut-être 4-5, qui peuvent rêver de ça et qui s'ils le veulent, doivent s'y mettre dès demain et après-demain pour pouvoir y arriver. Merci à tous. Merci à ceux qui sont restés, qui iront déjeuner peut-être avec nous. Après, on va prendre une question. Vu que tu ne peux pas te lever, je te donne le micro. Merci Julien, merci à l'audience pour la qualité de vos speeches. Bon, je me présente, je suis Alain Amrani, président de l'Observatoire marocain panafricain d'économie du sport, professeur universitaire à l'Institut de sciences du sport et de l'Université de Limoges. Par rapport à la question déjà du panel, est-ce qu'il ne faut pas revoir la question et plutôt poser cette question, dire is it FIFA or EOC times to think or rethink about Africa? Parce que là, on est en train de pointer le doigt les pays africains. Est-ce que c'est le temps d'organiser des méga événements? D'ailleurs, M. Faye déjà nous a rappelé que c'était la devise de 2010, Time of Africa, la fameuse chanson de Shakira. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps pour la FIFA, le CIO, un peu de penser, un peu de revoir leur cahier de charge un peu, parce que là, on voit la FIFA qui se réveille, qui pense à une Coupe du Monde à 64 équipes pour 2030. C'était le cas d'ailleurs pour 2026, je me rappelle, parce qu'à 2 jours de la présentation du dossier marocain, la FIFA a envoyé un courrier pour dire qu'on va augmenter à 48. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment donner un coup de pouce à l'Afrique et proposer des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques à dimension humaine? Parce que là, quand on voit par exemple le beatbook de l'Arabie Saoudite 2034, avec des stades futuristes, des trucs de science-fiction, qu'on avait l'impression qu'on n'avait jamais atteint ce stade-là. Là, on voit des stades à 250 mètres d'altitude, etc. Est-ce que vous pensez que ça donne envie aux pays africains qui souffrent? Parce que 90% des pays africains, mis à part 3 à 4 pays qui sont proches de la moyenne de l'indice de développement humain et qui souffrent d'inégalités de bien-être, on ne parle même pas d'amélioration du bien-être, on est dans la réduction des inégalités de bien-être. Est-ce que vous pensez qu'avec aujourd'hui cette vision de la FIFA, du CIO, la FIFA qui a abandonné ce principe de rotation, donc on se rappelle comment l'Afrique du Sud a organisé, le pourquoi de l'Afrique du Sud, c'était juste par principe de rotation, c'était entre Maroc, Afrique du Sud, il y avait le lobby politique, etc. Du coup, est-ce que ce n'est pas la responsabilité de la FIFA, du CIO, des organisations internationales de repenser des méga événements à dimension humaine pour tirer l'Afrique et aider au développement? Alors c'est une question qui mériterait beaucoup plus, mais que je reformule, c'est pour que ce soit le temps ou le moment de l'Afrique, est-ce qu'il faut revoir les cahiers des charges à la baisse pour justement que la marche sur les 4 éléments dont parlait Eric, la gouvernance, le concept, le budget et l'héritage ne soient pas trop hautes? Est-ce qu'il faut ajuster les cahiers des charges à qui parce que tout le monde pourrait répondre. Vas-y Eric, pour commencer. Moi j'ai ma réponse est assez simple, c'est oui, mais je vais te laisser. Ouais, mais elle est compliquée, aller dire à la FIFA de baisser son cahier des charges, son ambition. Si on parle du CIO, je pense que c'est un petit peu différent. Peut-être sur le papier, mais ils ont une vraie
Enfin, ils ont une vraie... voilà, l'héritage est clé, en tous les cas dans le discours. Bon, c'est vrai que la FIFA, on entend beaucoup moins parler d'héritage, enfin, c'est moins au cœur je dirais, du projet. Pour moi, le CIO, c'est différent. Si je prends l'exemple, enfin, tu prends l'exemple de l'Afrique, si je prends l'exemple de l'Inde, c'est un cas qui est aussi un peu similaire. Mais si le projet est là, s'il y a une vraie volonté, une ambition de développement, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais on ne va pas se mettre à... Enfin voilà, encore une fois, au niveau d'une Arabie Saoudite qui met all-in sur j'impressionne mais l'histoire, elle n'est peut-être pas là en fait. Donc moi, j'y crois pas beaucoup pour la FIFA, à moins qu'il y ait un retournement de mindset. Sur l'organisation des jeux, je dirais pourquoi pas. Peut-être pas diminuer l'ambition, mais organiser des jeux différents. Ouais, si je peux permettre, Julien, rapidement, je pense que moi, je suis tout à fait d'accord sur une reformulation, parce que la question en elle-même, la signification, c'est que l'Afrique n'est pas prête. Donc, on pose la question parce qu'on ne la pose pas pour l'Océanie. Et l'Océanie a peut-être beaucoup plus de difficultés que nous, à part l'Australie, peut-être la Nouvelle-Zélande, les autres ne sont pas capables. Mais on ne la pose pas pour les autres, on la pose toujours pour l'Afrique. Parce qu'on a un continent à potentiel aussi, un énorme potentiel. Tout le monde se dit, on est le continent de demain. Et ce que je dis toujours à mes compatriotes en disant, attention, c'est piège, parce que à vouloir être le continent de demain, moi je préfère être le continent d'aujourd'hui. Parce que demain, on va dormir, on dit, oui, demain c'est pour vous, mais qui sait ce que demain va donner. Moi je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le CIO doit revoir son cahier des charges pour qu'on puisse accueillir les Jeux Olympiques en Afrique. Et je pense qu'on a parlé tout à l'heure. Il faut regarder un point aujourd'hui. Les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se passent chez moi au Sénégal, le cahier des charges du CIO, qui signe sur Paris, c'est Anne Hidalgo qui signe. La mairie de Paris, c'est une mairie forte avec beaucoup de budget, beaucoup de assets, comme on dit. Je sais pas. Et vous allez sur la mairie de Dakar, son budget, ils tendent la main à l'État pour qu'il le donne. Donc vous leur demandez au fait aujourd'hui de prendre des engagements, c'est pas possible. Sur des engagements qui y a dans le cahier des charges, on peut pas les faire. Et d'avoir aussi une concentration de 27 ou 28 championnats du monde dans une ville. Aujourd'hui, il y a des petits changements. C'est compliqué pour nous. Nous, on a besoin d'un développement sportif beaucoup plus large. On a besoin d'installations partout, pas dans une seule ville. Donc le concept, il pose problème pour nous en tant que pays africains qui avons beaucoup de retard infrastructurel. Donc sur ça pose problème. Sur les Coupes du Monde de football, c'est la même chose. Mais n'allons pas loin. Regardons la CAF. Regardons la Coupe d'Afrique des Nations. Si le pays hôte y sort, même s'il ne sort pas, qui va regarder Tanzanie contre Botswana dans un stade de 40 000 places? Ici, à Rabat, il y a quelques années, il y a eu cette décision de la CAF d'augmenter le nombre de clubs, d'augmenter la taille des stades. Mais aujourd'hui, la CAN devrait se jouer dans des stades de 10 000 places en moyenne. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est le problème. Aujourd'hui, le leadership africain, il dit quoi quand ils sont... Parce qu'en fait, nous, on peut parler de midi à 14h. Mais quand les gens sont au conseil de la FIFA... On parle de midi à 14h d'ailleurs. Quand les gens sont au conseil de la FIFA et autres, c'est à eux aussi de poser le débat, de dire notre réalité, notre spécificité aujourd'hui, on sera toujours exclu parce qu'on n'a pas les moyens de nous aligner à ces cahiers des charges. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Mais tu parlais de voyage tout à l'heure et de step by step. Finalement, si tu prends l'exemple du Maroc, ils avancent en fait. Et peut-être que le next step qu'on disait, 2040, 44, ça sera peut-être ça. Ils seront peut-être plus proches des contraintes d'un cahier des charges qui est compliqué. C'est pour ça que j'ai parlé de la classe, de la salle d'école, de la classe d'école où il y a ceux qui sont top, mais c'est pas l'Afrique. Donc c'est pas l'Afrique, c'est 2 pays, 3 pays. Exactement. Ouais. Le reste, ils peuvent pas. Dernière question, et du coup, ce sera pour Antoine, puisqu'il n'a pas répondu à celle-là. J'espère qu'il pourra y répondre. Je vous remercie. Je me présente d'abord, Abdelbas Lajoui. Je suis professeur chercheur au niveau de l'université Bnotofel, l'Institut des métiers de sport. Donc, je suis chef de département sport et santé.
Et je suis aussi coordonnateur de la filière licence commercialisation des produits et des services sportifs. Pour moi, les méga events ou bien les sport méga events, la question qui se pose, c'est la question de la rentabilisation. Peut-être que cette question se pose même pour les pays qui sont prêts pour accueillir des méga events au niveau de l'Afrique, à savoir le Maroc, l'Égypte, on peut même les pointer, donc l'Afrique du Sud sont 3. Et cette question est évidente parce que si on prend par exemple l'Afrique du Sud qui a organisé la Coupe du Monde, on s'est trouvé devant bien sûr des stades déserts après bien sûr la Coupe du Monde. Et cette question se pose même pour le Maroc qui va organiser la Coupe du Monde de 2030. Parce que le fait d'investir dans un grand stade au niveau de Casablanca et plus précisément dans la région de Ben Slimane, ça serait le plus grand stade du monde avec 115 000 spectateurs. Et la zone de Ben Slimane, comme vous savez, ça serait très difficile. On sait que le Maroc, il a pris en considération cette notion d'arena dans la nouvelle configuration des stades qui sont bien sûr en rénovation, en modernisation, ou bien dans les nouveaux stades qui vont être créés. Mais ça serait très difficile. Pourquoi? Parce que le pôle Ben Slimane, c'est une petite ville qui se trouve entre Casablanca et Rabat, et ça serait vraiment difficile. C'est vrai, il y aurait des liaisons ferroviaires, des liaisons en termes d'autoroutes, etc. Mais cette question, au niveau de la FIFA, la question de l'héritage, de la soutenabilité, elle est très, bien sûr, elle est très sollicitée par la FIFA et par le cahier de charge de la FIFA. Et la FIFA, elle est très minutieuse par rapport à cette question. Et le Maroc, maintenant, la grande question qui se pose, comment il va rentabiliser de grands stades? Parce qu'un stade qui va bouffer à peu près 500 milliards de centimes, 500 millions de dollars, c'est énorme pour un pays avec, bien sûr, un potentiel et des capacités économiques comme le Maroc. Donc ça serait vraiment difficile. Et même en termes de statistiques, en termes de chiffres officiels, parce que le problème qui se pose pour l'Afrique, c'est qu'on organise, tout à l'heure vous avez parlé des Jeux africains abrités par le Maroc. Est-ce qu'on a eu des chiffres officiels de la part des organisateurs, de la part du ministère du tutelle, de la part des institutionnels pour nous dire combien les Jeux africains ici à Rabat ont bouffé d'argent? Parce que ça, c'est la grande question. Et bien sûr, le leadership... Du coup, juste parce que là, je pense que tout le monde est prêt à aller... La question, du coup, c'est... Ma question n'a rien à voir avec mon rajout. Oui. Ma question est la suivante. Dites-moi. Elle est bien précise. Pourquoi la FIFA, il a autorisé, il a même, on peut dire, appuyé l'Euroleague, l'Africa League pour les clubs? Et pourquoi la Super League a été stoppée par l'UEFA et la FIFA? C'est pratiquement le même projet. Oui, alors là, je pense que... Ouais. C'est gentil, je vais... pourquoi ils l'ont fait? Bon, on leur demandera si on ira les voir. Non, mais ce que vous évoquez, c'est deux choses, en fait, par rapport à la discussion. C'est, comme il avait été rappelé par Ala, c'est le standard, c'est-à-dire, est-ce que de donner la priorité à ce stade et à faire un peu la course pour ce stade-là, est-ce que c'est pertinent? Si tant est que les détenteurs de droits veulent venir en Afrique, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la durabilité de ces investissements. Est-ce que ça vaut l'investissement? Et là, je dirais qu'on sort presque du cas qu'on a voulu particulariser sur l'Afrique. C'est vrai pour tous les pays et pour tous les concepts des grands événements. Ce poids, ou du moins cet investissement qu'on transfère vers les pays hôtes, qu'ils en assument la charge dans la durée, c'est une question qui est... Je me garderai bien de répondre de façon définitive ici, mais c'est vrai que ça prouve aussi que l'Afrique et certains pays africains quelque part se posent les mêmes questions que les États-Unis, que l'Australie ou que l'Europe par rapport à ces enjeux-là. Mais oui, se poser les questions, c'est déjà un bon signe. Alors c'est un peu tard dans le processus, puisque c'est déjà engagé. Mais en tout cas, c'est les bonnes questions à se poser pour être sûr que si on investit on se positionne pour accueillir ces grands événements, on en trouve les effets bénéfiques. Merci à tous et aux très courageux qui ont retardé leur déjeuner. On n'y peut pas grand-chose, mais on en est désolé. Merci aux interprètes et à bientôt. Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez continuer les échanges. Merci. Merci.